Eh ben, bienvenue. Et du coup, je connaissais pas du tout j'avais pas vu le thème de la keynote. Je sais pas si tout le monde était là-bas. Et en fait, c'est cool parce que ça va un peu ensemble. Bah lui, bah il part vraiment très loin dans l'histoire de l'informatique. Moi, voilà, on va voir après, mais je parle vraiment que sur le mobile. À la base, je voulais faire un truc sur vraiment que sur le design vraiment d'Android d'iOS. Et finalement, bah, vous allez voir, je pars très loin. Et surtout, je pense là où c'était très intéressant, ce sont des choses qu'on connaît pas trop, surtout au tout début, surtout d'Android. Voilà, on va voir un peu. Ça s'appelle toujours l'évolution voilà, du mobile, de l'UI UX mobile, un peu mélangé avec l'histoire du mobile en général d'Android et d'iOS. Et du coup, je m'appelle Elaine, je travaille chez Sphere à Paris et je suis très contente d'être là avec vous aujourd'hui. Euh, donc, donc, comme j'ai dit, hein, bah, j'ai parlé, je vais me baser beaucoup sur les versions, en fait, sur l'historique des versions d'iOS et d'Android. Donc, on va voir tout d'abord les versions d'Android et d'iOS. On va voir les entrées, en fait, comment en fait, nous, humains, on peut interagir avec un téléphone, tous les types d'entrées, donc avec les doigts, avec les boutons, avec la voix, avec des accessoires. L'évolution de l'écran d'accueil, les utilitaires en général, le langage de design d'Android et iOS commence à évoluer. Et du coup, vous voyez, ces quatre thèmes-là, c'est très système, c'est pas trop pour les devs, c'est pas des choses qu'on va voir au jour le jour. Et du coup, je vais finir quand même avec quelques composants, en fait, pour bah, nous en tant que dev, on utilise et comment, en fait, quelques patrons ont changé, quel type de patterns, justement, ont été créés. Et petite réflexion sur le cross-platform à la toute fin, parce qu'on va voir, on va voir à la fin qu'est-ce que ça va donner. Quelques disclaimers. Je n'ai que 45 minutes, même si, voilà, j'ai pas été comme le monsieur qui est parti vraiment très 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 loin dans l'histoire de l'informatique. L'histoire du mobile commence à avoir quelques années derrière nous quand même, et c'est impossible de détailler vraiment tous les aspects, toute la caractéristique, donc je vais vraiment me baser sur quelques aspects que m'ont paru intéressants et importants, surtout dans le monde du dev. Pour Android surtout, bah Android, vous savez, il y a de tout, il y a les Samsung, les Huawei, les Xiaomi, etc. Donc je vais me concentrer que sur Android pur, donc sur les devices Nexus de référence, Pixel, etc. Et du coup, l'interface non customisée par Samsung et tout ça. Et vous voyez, j'ai des peluches ici. Écoutez bien, je voyais des gens déjà, il y a donc ils ont des crayons pour prendre des notes. Écoutez bien, il y aura un quiz à la fin. Et les quatre premiers auront des peluches, qui est en fait la mascotte de Sphère, tout simplement. Voilà, toute mignonne ici. Donc, si vous gagnez, vous allez avoir des peluches à la fin. Et donc, voici la slide un peu modèle que je vais utiliser tout au long de ma présentation. Et c'est la seule slide où il y a des dates, parce que je pense que c'est plus intéressant de voir aussi les noms vraiment des versions. Et du coup, ça commence le 29 juin 2007 avec la sortie de l'iPhone OS 1 et non pas iOS 1. En fait, il faut savoir que les trois premières versions du coup iPhone OS, en fait, ça s'appelait iPhone OS et non pas iOS. Tout simplement parce que il n'y avait que l'iPhone à l'époque et que c'est devenu iOS avec la création de l'iPad. Et du coup, ils se sont dit, on va pas appeler quelque chose qui s'appelle iPhone OS qui tourne sur l'iPad. Donc, à partir d'iOS 4, pour le coup, on a appelé ça iOS. Et voilà, et sinon, j'ai essayé de respecter un maximum. On ne voit pas les dates ici, juste le tout début, donc en juin 2017, et la toute fin, qui vient d'arriver avec la sortie d'Android 14 en octobre de cette année. J'ai essayé de respecter un maximum vraiment une timeline qui respecte l'espacement. En fait, ça correspond à peu près avec les annonces de chaque version. Déjà, première remarque, au tout début, Android, il sortait vraiment, et là, il devrait y avoir des versions qui sont vraiment presque collées parce que il sortait une version et je parle la semaine d'après ou le mois d'après, il sortait une autre version et qui étaient des vraies versions en plus.
Et surtout à partir d'Android 2, où on a commencé, Android a pris beaucoup a eu beaucoup de succès. On voit quand même qu'il y avait beaucoup de versions. Et dans les dernières années, même si c'est pas aussi constant qu'iOS, on voit il y a à peu près, bon, enfin, il y a exactement même une version d'Android par année. Voilà pour ça. Tac, ouais, c'est comme ça, c'est vrai. Ensuite, ici, juste une autre petite visualisation. J'hésitais à mettre ça aussi sur toutes les slides, mais ça pollue un peu, je pense, avec toutes ces couleurs et toutes ces icônes. On voit un truc voilà, que vous connaissez sûrement, c'est que toutes les versions d'Android, en fait, enfin, pas toutes les versions d'Android, quelques versions d'Android, justement, à partir d'Android Cupcake, ont des noms de versions de dessert. Et très malheureusement, ça s'est fini avec Android Pie. Son JOS c'est compliqué, on va pas. Et surtout avec je crois qu'il y a des cultures pour lesquelles c'est très dur de prononcer les mots en anglais, donc ils ont préféré appeler Android 11, 12, 13, 14. Et après, quelque chose qui est intéressant ici aussi, c'est. Vous voyez, là, c'est Cupcake. Cupcake, ça correspond à Android 1.5. Il y a Android 1.0 aussi, je n'ai pas dit, mais c'est la toute première version publique d'Android en fait, qui est sortie avec un device, etc. Et celles d'avant, en fait, elles ont, si on peut les trouver aujourd'hui, mais en fait, c'était des versions internes. Et 1.1 n'a pas eu de nom, 1.0, en fait, toutes les versions avant 1.5, elles n'avaient pas de nom de serre ou autre. Il y a quelque chose, et il y a beaucoup de gens qui se posent la question pourquoi on a commencé avec Cupcake, parce qu'il faut savoir c'est Cupcake, Donut, Éclair, Froyo, Gingerbread, donc c'est C, D, E, F, G, H, voilà, c'est vraiment dans l'ordre alphabétique jusqu'à Pie, P, et en fait pourquoi ça commence à C, parce qu'il y a eu deux versions internes qui ne correspondent pas ni à M3, M5, etc., en fait, qui s'appelaient Astro Boy et Bender, qui sont des robots connus, mais finalement ils se sont dit on va peut-être avoir des problèmes de droit si on utilise des noms de robots connus, et ils ont décidé d'utiliser des noms de desserts. On voit déjà un petit peu là aussi, surtout côté Apple avec iOS, l'évolution du design avec iOS 7. On va voir après à quoi ça correspond, qu'est-ce qui s'est passé sur iOS 7. Et voilà. Donc, commençons avec l'entrée. Finalement, comment on peut interagir avec un téléphone. Donc, tout d'abord, les boutons. On va faire comme ça. Up. Et on va commencer avec iOS. Et en gros, il y a trois versions, il y a 3 évolutions là-dessus. Le tout premier iPhone, le bouton est... Oui, je vais pas parler de boutons de volume, power ou autre. Je vais parler vraiment que sur d'autres types de boutons. Ici, notamment avec le tout premier iPhone, c'était le bouton Home, voilà, qui était là, qui marchait bien pour revenir à l'accueil. On arrive ici sur iOS 6 avec l'évolution de ce bouton-là, en fait, qui n'est plus mécanique, mais qui est capacitif avec l'arrivée du Touch ID. Et la disparition complète du bouton sur l'iPhone 10, non pas X, 10, et iOS 11. Et pour le coup, après, toutes les versions des iPhones n'ont plus de bouton de navigation sur l'écran principal, on va dire, de bouton physique. Tout se passe sur l'écran. Je zoom out juste pour vous montrer, en fait, côté Android, comment ça s'est passé. Bon, déjà, on voit... il va y avoir un pattern aussi dans cette présentation. En général, iOS, ça va être très très homogène, on va dire, et Android très hétérogène, et c'est ce qu'on voit aussi sur cette slide. Et je crois que c'est la seule slide aussi où j'ai vraiment un truc particulier qui s'est passé, parce que côté Android... vous voyez, encore une fois, je pars de très 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 loin. Je ne sais pas si vous connaissez le tout premier device ici. Encore une fois, qui n'ont jamais connu des versions publiques. Et surtout le tout premier qui est ici, qui ressemble, vous savez, avant, là on est en 2007, avant ça, les smartphones les plus connus de l'époque, c'était les BlackBerry. Et en fait, Google s'est inspiré un peu de BlackBerry pour créer ce tout premier device qui n'a jamais en fait vu le jour. En fait, c'est un simulateur, mais en fait, qu'est-ce qu'on voit ? On voit plein de boutons physiques là pour le coup, pour faire les fonctions de téléphone.
On voit déjà ce qu'on va voir sur plusieurs versions d'Android, c'est pour la navigation système, le bouton menu, retour, home. On voit ici un X, mais qui va se transformer en bouton recherche après. Et surtout aussi les boutons directionnels pour naviguer, parce qu'en fait, là, ce téléphone-là, même s'il n'a jamais existé, il avait été prévu pour ne pas être tactile. Et du coup, les seules interactions qu'on avait, c'était vraiment avec les boutons physiques. Un peu après, en fait, c'est la version juste après celle-ci, je ne montre pas ici, elle était déjà tactile et Android était pensé pour supporter les écrans tactiles dès le début. Et ici, on voit avec Android 1, ça c'est le premier device qui a existé, vraiment, qui a été commercialisé, le T-Mobile G1, et du coup avec un écran tactile et un clavier, voilà, qui se dépliait, intéressant. Le device d'après, qui est sorti avec Android 1.5, c'est le premier device qui n'a pas eu de clavier physique, et du coup il était uniquement écran. Et après, j'ai pas dit les boutons. Ah oui, on voit apparaître aussi la trackball. Au lieu d'avoir quelque chose vraiment avec un clic vers le haut, vers le bas, vers la gauche et vers la droite, c'est une petite boule qu'on fait tourner et qui est restée jusqu'au Nexus One avec Android 2.1 ici. Et la grosse différence aussi de Nexus One, c'était qu'au lieu d'avoir des boutons mécaniques, je zoome un peu parce que pour ceux qui sont en tête derrière, c'est difficile de voir. Au lieu d'avoir des boutons mécaniques qui cliquent, on avait ici des boutons capacitifs. Voilà, de retour, menu, home, recherche, qui étaient toujours là, toujours présents pour la navigation système. Nexus S, le téléphone d'après, on voit la disparition du trackball. Et avec la sortie d'Android 3, Android 4, etc. Après, on voit la disparition complète de boutons qui sont présents sur le matériel et du coup, tout se passe sur l'écran, comme sur l'iPhone pour le coup. Et là, encore une fois, tout ça s'est passé, voilà, ici. Hop, là. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? En gros, que ce soit sur iPhone, que ce soit sur le téléphone Android. Et encore une fois, je n'ai pas dit dans le disclaimer aussi, Android, c'est extrêmement vaste comme écosystème. Il y a encore aujourd'hui des téléphones qui ont des boutons physiques dans le milieu pro, etc. J'ai vu des gens à l'accueil utiliser des zébras. Voilà. Vous avez peut-être vu des gens au supermarché, à la poste, etc. Bon, il y a d'autres types de devices, bien sûr, qui ont des entrées peut-être un peu des caméras, des TPE à ajouter, bref. Mais là, je vais me concentrer vraiment sur les devices qui sont plus orientés consommateurs. Donc, c'est ça qu'on voit aujourd'hui. En général, ce sont des téléphones, que ce soit iOS, Android, voilà, en fait, qui n'ont plus de boutons de navigation physique. Donc, voilà pour les boutons. Ensuite, parlons de l'écran. Et ici, ça va aller très vite pour iOS parce que c'est ça qui est assez incroyable. Je ne sais pas si Steve Jobs il a volé ça à quelqu'un comme il a fait pour la souris, comme on a vu à la keynote, mais quelque chose qui était vraiment, et je ne pense pas parce qu'il y avait un brevet quand même. Avec la sortie de l'iPhone OS 1, si vous n'avez pas vu l'annonce du premier iPhone, je vous recommande vivement parce que je trouve qu'elle est géniale. Oui, Steve Jobs, c'est un génie au moins du marketing et je pense qu'il est quand même quelqu'un qui était pas mal, surtout en tout ce qui est comment on utilise justement ces appareils-là. Et en fait, le premier iPhone, il était bien sûr tactile et multitouch. Et voilà, et c'est resté comme ça depuis jusqu'à nos jours. Et du coup, ça n'a pas du tout de changement. Alors, comme j'ai dit, le tout premier Android, il n'était pas du tout prévu pour être tactile. On avait vu toujours des claviers qui étaient présents, la disparition du clavier. Et quand même, ici, sur ces deux devices-là, oui, ils étaient tactiles, mais on pouvait interagir avec un seul doigt. Et donc, il n'y avait pas le pinch to zoom, il y avait des contrôles sur Google, parce que Google Maps était intégré. Je ne sais pas si on voit, on voit la petite cognée de Google Maps. On pouvait utiliser Google Maps, mais en fait, il fallait faire une espèce de clic droit, plus, moins, pour faire zoom in, zoom out. Et il y avait aussi, quand on lit aussi l'histoire d'Android, iOS, Google, Apple, on sait qu'il y avait une espèce d'accord aussi entre Apple et Google pour que Google n'intègre pas
le pitch to zoom, donc le multitouch, parce qu'il faut détecter 2 gestes en même temps, et jusqu'à une mise à jour d'Android 2.1 avec le Nexus One. Alors, tous les détails de l'histoire, je pense que personne aura, mais ce qu'on sait, c'est que Steve Jobs était furieux avec la mise à jour d'Android 2.1, où enfin Android avait le pitch to zoom et le multitouch. Et ça, tout ça est bien. Enfin, l'histoire dans le détail, on ne connaît pas, mais ce qu'on sait, c'est que justement Steve Jobs était très, très, très ennuyé par ce multitouch qui était. Et je crois que Google a peut-être. Rompu, peut-être pas un contrat, mais quelque chose un accord qu'ils avaient avec Apple. Donc voilà, donc depuis Android 2.1, on a du multitouch et sur Android également. La voix. Ici, j'ai pris une slide que j'ai sur un autre talk où je parle justement comment on interagit avec la voix avec les smartphones. C'est très orienté dev, j'ai pas enlevé, juste pour montrer la richesse en fait des choses qu'on a autour de la voix au niveau des OS. Ça s'arrête, j'ai donné ce talk là en 2019, ça s'arrête en 2019. Depuis 2019, il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'évolution, donc je pense qu'elle est toujours d'actualité. Je vais juste mentionner quelques fonctionnalités ici. Le VoiceOver qui est arrivé très tôt quand même côté iPhone. Le TalkBack Android, il est arrivé très tôt aussi dans la première version, mais je ne sais pas s'il y en a qui utilisent ici les fonctions d'accessibilité, que ce soit d'iOS ou d'Android, ou qui travaillent sur ça, ou qui connaissent ça. C'est très connu en fait que TalkBack, la fonction de VoiceOver en gros d'Android, il était très 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 pourri au tout début, mais qu'aujourd'hui, notamment les dernières années, ça va mieux. Les API de text-to-speech, speech recognizer, voilà, ils étaient par contre toujours présents depuis très longtemps sur Android. Voilà, on voit là l'apparition de Siri, Google Assistant, Voice Actions, etc. Et surtout, ce qu'il faut retenir aussi ces dernières années-là, c'est les avancées côté intelligence artificielle, machine learning, voilà, langage naturel, etc. Et donc aujourd'hui, que ce soit sur iOS ou Android, on peut utiliser notre voix pour naviguer, pour faire des actions et même pour intégrer. C'était ça aussi l'intérêt de la recherche que je fais pour ce talk-là, l'intérêt d'intégrer aussi dans nos applications pour rendre nos applications plus accessibles avec la voix. Mais au niveau du système aussi, c'est bien supporté par les 2 OS. Ici, plus pour information qu'autre chose, parce que je ne pense pas que beaucoup de personnes utilisent ça aujourd'hui. Mais c'est quand même intéressant de voir parce que c'est quand même c'est un input, c'est une entrée qu'on a, ce sont les accessoires qu'on peut avoir. Il y en a plein d'autres. Mais peut-être ceux qui peuvent plus nous parler, c'est justement les manettes de jeu et le clavier et la souris. Et donc manette et clavier souris depuis 4.1 supportés sur Android. Les manettes depuis iOS 7, clavier souris par contre sur iOS c'est arrivé beaucoup plus tard que sur iOS 13 et je pense que même si aujourd'hui je ne sais pas s'il y a des gens ici qui utilisent cette fonctionnalité là, mais avec la puissance des téléphones aujourd'hui qui ressemblent peuvent même dépasser la puissance. Il y a certains iPads qui sont beaucoup plus puissants que certains PC. Et ça me paraît normal en fait d'avoir et important d'avoir ce type de support là. Donc c'est intéressant donc supporté par les deux OS. Donc voilà pour les inputs. On va voir maintenant l'évolution d'écran d'accueil. Commençons par iOS. Le tout premier, voilà, ce que c'était. En fait, déjà, remarque générale, ça n'a pas trop changé. Le global, quoi, c'est voilà, des tuiles avec des applications. Toujours avec les quatre favoris, disons, en bas qui restent toujours les mêmes, peu importe l'écran. J'ai pas mis ici, moi j'aurais pu mettre une différence entre iPhone OS 1 et iPhone OS 2 parce que ce qu'il faut savoir aussi c'est que l'iPhone, quand l'iPhone a été annoncé, il n'y avait pas d'SDK, il n'y avait pas d'outils développeurs, on ne pouvait pas créer des applications pour l'iPhone. La vision d'Apple au lancement de l'iPhone, c'était que les applications que le développeur allait faire allaient toutes être des web apps. Et pour le coup,
toutes les applications qui sont sur iPhone OS 1 sont des applications faites par Apple. Il n'y a pas d'App Store, il y a pas, voilà, et on voit l'apparition d'App Store avec iPhone OS 2. iOS 4, la grosse différence, c'était la possibilité de faire des dossiers. Voilà, on ne pouvait pas faire avant sur les autres versions. iOS 7, grosse différence, c'est l'arrivée du flat design chez Apple. Et du coup, c'est surtout un changement côté UI. iOS 11, je ne sais plus pourquoi j'ai mis ici. Je crois que c'est peut-être juste la disparition du bouton Home. Et donc, on voit juste la navigation ici en bas. Je crois que c'était ça. Et depuis iOS 14, enfin, quelque chose que moi, j'aime beaucoup en tant qu'utilisatrice Android depuis... Ah oui, j'ai pas dit ici avant. Hop. Ils sont les devices. Tac. Désolé. Le Nexus One, c'était mon tout premier device Android. Et du coup, j'étais utilisatrice Android jusqu'à il y a 2 ans, jusqu'à la sortie de l'iPhone 13 mini. Et je vais faire des réflexions après à propos de ça. Mais j'ai toujours été utilisatrice Android. Voilà, c'était un disclaimer aussi. Voilà, depuis le Nexus One jusqu'au Pixel 3 que j'ai gardé méga longtemps. Et j'ai pris, voilà, maintenant c'est mon device, c'est l'iPhone 13 mini. J'ai toujours aussi j'ai un Fairphone aussi que j'utilise pour voir ce qui se passe côté Android également. Mais, tac. Oui, et du coup, quelque chose que j'aime beaucoup sur Android, c'est le widget. Voilà, ces mini-apps qu'on a sur l'écran d'accueil. Et enfin, du coup, on a les widgets sur les home screen côté iOS qui arrive avec iOS 14. Côté Android, voilà, donc ça évolue beaucoup. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire, au tout début, c'était vraiment ça, la toute première version, il n'y avait que la liste d'applications qui était là. La liste d'applications sur cette version, elle était comme ça, verticale, ici sur le côté. On voit, même si ici c'est Android 1.0, mais je pense que le widget, là c'est un widget d'horloge qui est ici, mais je pense que même sur les versions d'avant, on pouvait en rajouter. Les dossiers, on pouvait rajouter aussi. On pouvait changer le fond d'écran, faire plein de choses déjà dans les premières versions d'Android. Ce qu'on voit ici sur le Nexus One, pour le coup, c'est les live wallpapers qui étaient incroyables, qui étaient interactifs. Là, en fait, on ne voit pas l'animation, mais en fait, les petits faisceaux, là, ils s'animent et on peut cliquer même pour attirer entre guillemets un faisceau, c'était assez incroyable. Android 4, c'est arrivé on voit juste que c'est un peu plus flat le design. Et c'est juste après le Android 3 qui était la version spécifique aux tablettes et du coup l'arrivée du design Holo, ça s'appelle Holo sur Android. Android 5, c'est l'arrivée de Material Design, donc on voit la différence. Donc là, on a Material Design ici. Et j'ai pas dit non plus, mais on voit bien sûr l'arrivée de la barre de recherche, Google et le petit bouton pour faire des interactions vocales dès l'écran d'accueil qui sont toujours là, qui ont un peu disparu dans cette version ici qui est Android 7, mais qui sont ici maintenant en bas. Voilà, toujours la recherche Google, la recherche système. Et sinon, voilà, après, ici, à partir d'Android 5, c'était Material Design. Android 9, qui est celui-là, ici on ne voit pas trop, mais c'est Material Design 2, ici le langage. Et le tout dernier depuis Android 12, donc Android 12, 13, 14, c'est Material Design 3, donc qu'on voit ici apparaître sur ce langage-là, sur les écrans d'Android. L'écran de verrouillage, le lock screen, là aussi, je vais bien zoomer parce que là, pour le coup, je pense que la démo que Steve Jobs avait fait sur comment on déverrouille son téléphone, je pense qu'elle était incroyable. On ne sait pas si Android n'a pas, ou Google, n'a pas justement pensé à faire des écrans tactiles depuis le tout début parce qu'ils pensaient ouais non, le tactile c'est dur. Aujourd'hui en fait, pour tout le monde qui est ici, je pense que le tactile tout le monde connaît, tout le monde sait ce que c'est,
Mais en fait, à l'époque, ça n'existait juste pas. Avant ça, encore une fois, c'était soit des BlackBerry, soit des vieux Nokia avec plein de boutons qui n'avaient voilà, qui n'avaient vraiment aucune intelligence. Et en fait, c'est quand il démontre et justement, et même pour déverrouiller son téléphone, on sait, oui, qu'il faut faire un geste. Les gestes, on va voir aussi les gestes pour changer rapidement d'application, pour faire retour, etc. Aujourd'hui, ça me paraît vraiment simple, mais à l'époque, c'était pas du tout quelque chose de facile. Et la façon dont il a démontré, et justement, ce petit composant-là, le slide to unlock, je pense il était génial et qui est resté du coup pendant plusieurs versions d'iOS. Et en fait, Apple a donné plusieurs années pour que les utilisateurs s'habituent vraiment à ce geste-là avant d'arriver à Johnny Ive, le fameux designer d'Apple qui a introduit le flat design. Et on a toujours ce geste-là, mais plus le LED, entre guillemets, qui nous montre voilà, qu'il faut, bien sûr, il y a une animation même qui nous incite à slider vers la droite. Et voilà, et, je trouve que c'était vraiment quelque chose d'assez remarquable sur l'histoire d'évolution, sur l'histoire du mobile. Ici, on voit juste un raccourci pour la caméra avec iOS 5. Flat design, voilà, sur iOS 7 avec un raccourci sur la caméra. Ici, sur iOS 11, si on avait des live wallpapers côté Android depuis Android 2, ici, c'était les animations au niveau de la lock screen qui sont disparues, qui sont revenues, je crois, avec notre version d'iOS. Voilà, des petites animations qu'on pouvait avoir ici, et même la possibilité de se filmer pour avoir des animations ici aussi. Je sais, et voilà, je ne suis pas spécialiste iOS, mais je sais que les notifications elles apparaissent ici dans la lock screen également, mais le centre de notification il apparaît sur l'écran de verrouillage depuis iOS 15. Je parlerai de notifications après. Par contre, quelque chose de très intéressant, c'est depuis iOS 16, c'est ces petits raccourcis ici qu'on peut voir sur nos devices, etc. Très cool. Et la différence sur iOS 17, et je crois qu'ils sont revenus en arrière, c'est en fait ça, c'est un écran de veille qui est beaucoup trop lumineux. Et du coup, je crois qu'Apple a fait une mise à jour d'iOS 17 pour qu'il soit moins lumineux, soit complètement noir. Parce que justement, on a la possibilité sur iOS 17 de ne pas du tout éteindre voilà, son téléphone, l'avoir toujours en veille. Mais c'est juste que comme l'écran est toujours allumé, ça consomme trop de batterie. Et je pense qu'ils ont fait des modifications là-dessus, des versions mineures d'iOS 17. L'écran de verrouillage côté Android, voilà, ça a beaucoup changé. Ici, sur la toute première version, c'était tout simplement le bouton menu. Le bouton menu, ça déverrouillait. On avait une espèce de slide to unlock, pareil, si Steve Jobs était furieux avec le multi-touch, le pinch to zoom côté Android, je pense qu'il y a un truc qui est très connu quand même dans l'industrie, c'est le slide to unlock. Aussi, il était protégé. Et du coup, ici, c'était un peu un slide to unlock, mais pas vraiment. Je ne sais pas si... C'était surtout Samsung qui se faisait attaquer à l'époque, qui avait copié également ça. Mais voici ce qu'on a trouvé sur les devices des références d'Android. Voilà l'écran de lock screen. Donc voilà, on se pose des questions. Pourquoi un raccourci je crois que c'était pour se mettre pour enlever le son ici. Ouais, voilà. Raccourci pour la caméra, beaucoup plus utile. Raccourci pour lancer une recherche Google, pourquoi pas. Ici, c'était le... Ah oui, et ici, pardon, c'est... je vais voir quelle version c'est. Excusez-moi, c'est Android 5 avec matériel design. Le geste du bas vers le haut pour déverrouiller. Après, sinon, c'est toujours l'horloge. Toujours, on a eu la météo qui s'est rajoutée, soit. Pas beaucoup de changements, si ce n'est que vous avez remarqué, la police, le design est complètement différent de version en version. Quasiment aucune version a le même style. Et surtout quand on compare avec l'évolution de ce qui s'est passé sur iOS, même si il y a eu des changements, certes, mais on voit quand même quelque chose de beaucoup plus homogène côté Android.
Voilà, on dirait qu'ils se cherchent toujours. Et même là, sur Android 14, ça va encore beaucoup trop changer. Et c'est encore une fois, on va parler après, c'est Material Design 3 qui est très customisable. Euh, et là, pour le coup, il montre ici. J'aurais pu mettre je crois que c'est depuis iOS 16 ou 15, la possibilité aussi de customiser sa police. C'est arrivé également côté iOS, donc on pourrait avoir un peu plus de customisation côté iOS également, mais je n'ai pas mis ici. Quelques utilitaires. Notification, control center, quick settings, voilà, c'est vraiment, on est encore dans le système, on n'arrive pas, on va parler de AppDev plutôt à la fin. Notification sur iOS. Alors, je ne parle pas des notifs, des push notifications qu'on reçoit à l'instant T et qu'on a, je parle de centre de notification que je pense être une fonctionnalité beaucoup plus intéressante. Encore une fois, j'ai mon biais que j'ai toujours été utilisatrice Android. Les notifications sur Android, alors ça c'est mon avis personnel. Et quand j'ai fait mes recherches pour faire ce talk-là, il y a eu des échos quand même avec 2-3 personnes qui disent s'il y a une différence encore aujourd'hui présente entre Android et iOS, c'est la façon dont on montre les notifications. Encore aujourd'hui, je vous ai dit, ça fait quasiment 2 ans que j'utilise le 13 mini. J'aime pas. Il y a un truc, voilà, j'arrive pas à utiliser les notifications sur iOS. On voit quand même, c'est depuis iOS 5, il y a les centres de notification avec, voilà, ce qui s'est passé, etc. Mais je sais pas, il y a même des quick actions pour répondre, etc. Ils ont regroupé, il y a des choses on voit qu'ils ont bien fait évoluer, mais je sais pas, voilà, je sais pas expliquer, et c'est surtout quand on voit en fait, certes, encore une fois, on voit, même si là sur iOS, on voit que ça a bien changé, surtout au niveau look. Côté Android, en fait, depuis la toute première version qui n'a jamais vu un vrai device, il y avait déjà, pour moi, quelque chose d'utile et pour moi, c'est ça. Moi, un centre de notification, voilà les choses qu'on fait apparaître quand on glisse du haut vers le bas, doit être surtout utile. Et voilà, on savait qu'il y avait un appel en cours, il y avait une application qui avait donné une notification, un bouton pour faire disparaître toutes les notifications d'un coup. Je crois que c'est arrivé sur iOS, je sais pas, il y a un jour. Bon, j'exagère bien sûr, mais c'est des choses pour moi sont toutes simples. Et même, je sais pas, l'interaction qu'on a avec le centre de notification, enfin le panneau de notification d'Android, pour moi a toujours été beaucoup plus utile, beaucoup plus, je sais pas, utilisable. Et on a des choses vraiment très poussées, comme pouvoir répondre directement ici sur une notification qui a été issue ici sur une application de messages. Voilà, sans ouvrir l'application, agir directement là. Et en fait, ce qui est incroyable et ce qui est, je trouve, assez puissant, très très puissant sur Android côté notification, c'est quand on est dev, en fait, on a la main. Certes, ici, on voit un picto, titre, description, quelques actions, etc. Mais en fait, on a la main pour faire ce qu'on veut ici. Et moi, j'ai créé des applications. C'est peut-être moi aussi que je suis un peu extrémiste côté notification, je ne l'utilise peut-être pas comme il faut, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, certes, on a les applications, on utilise notre téléphone, etc. Les notifications, elles sont toujours accessibles. On peut toujours faire le geste et faire apparaître les notifications. Et comme je peux, en gros, faire afficher n'importe quoi, j'avais un utilitaire, je jouais à un jeu, bref, qui s'affichait à plein écran, et je voulais pas changer d'application ou autre. Et tout simplement, j'avais un utilitaire pour ce jeu-là qui était une appli qui lançait une notification persistante. Sur les toutes dernières versions d'Android, je pense que c'est problématique parce que les notifications persistantes, c'est pas bien pour les utilisateurs. En gros, les notifications qu'on peut pas enlever. Et qui se lançait, et en fait c'était j'étais sur le jeu en plein écran, et quand j'avais besoin, je faisais juste un geste, je pouvais interagir parce que c'était une mini application Android en gros que j'avais ici, et on voit voilà comme ça la puissance des notifications Android. Et en dernières années, ce qui s'est passé, c'est surtout voilà
le langage de UI qui a changé. Sinon, et aussi un contrôle un peu plus, que ce soit sur iOS ou Android d'ailleurs, un contrôle un peu plus fin sur les notifications, sur les priorités, etc. Voilà pour les notifs. Control Center, rapidement aussi, c'est la possibilité de changer rapidement des configurations Wi-Fi, Bluetooth, etc. sur son téléphone, qui apparaît sur iOS 7. Donc avant iOS 7, en fait, il fallait aller dans Settings, Bluetooth, Wi-Fi, etc. Et iOS 7, voici la version, iOS 10, voilà ce qui s'est passé. Et iOS 11, bon, ceux qui ont des iPhones, des Mac, ça vous paraît, je pense, complètement familier parce que depuis, c'est ce langage-là qui est utilisé. Mais surtout, voilà, iOS 7, quoi, pour pouvoir vraiment faire des actions rapides pour changer des paramètres de téléphone. En fait, sur Android, c'est arrivé assez tardivement aussi, le fait de pouvoir... les Quick Settings, ça s'appelle Quick Settings d'ailleurs, côté Android. Voilà, que ce soit pour la luminosité, 3G, ouais. Et je vais dire après, bon, je vais dire maintenant. C'est ce qui est un peu, par contre, confus des fois ici, c'est qu'il y a des boutons qui sont des toggles, il y a des boutons qui ouvrent d'autres écrans, il y a des boutons qui ne sont pas des boutons. Remarque, je pense que la batterie, peut-être, ça va ouvrir l'écran batterie côté paramètres. Mais bon, alors que le Wi-Fi, par exemple, c'est juste on et off, c'est allumer et éteindre. Il y a ce journaliste ici. Vous voyez, il apparaît dans pas mal de screenshots que j'ai ici d'Android. C'est parce que c'est quelqu'un qui fait des reviews et des articles sur le système Android excellent. Et il fait à chaque nouvelle version d'Android, en fait, il fait la review aussi des quick settings, lesquels signifient quoi? Parce qu'en fait, quand on regarde, on dirait qu'ils sont tous des contrôles qui font à peu près la même chose, alors que pas du tout. Il y en a qui sont des toggles, il y en a qui vont faire apparaître d'autres écrans, etc. Et donc, c'est très intéressant de voir ça. Et encore une fois, les dernières années, c'est surtout le design qui a changé avec Material Design, Material 2 et Material 3 depuis Android 12. Mais même si c'est arrivé tardivement côté Android, ce qu'on a déjà vu, c'est qu'on pouvait rajouter des widgets depuis la toute première version d'Android. Donc j'aurais dû mettre ici, mais il y a un widget, je ne sais pas vous, mais que j'avais toujours sur un écran sur Android. C'était un widget qui faisait justement, il y avait 5 boutons, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, je ne sais pas quoi, qui étaient toujours sur un écran. Et donc qui faisait office de Quick Settings, quoi, mais sur un écran et non pas sur une fonctionnalité dédiée côté système. D'autres choses remarquables sur les OS, c'est la capacité de faire du multitâche et d'avoir, pour le coup, pour pouvoir faire du multitâche, il faut que des applications puissent tourner en tâche de fond. Et du coup, c'est arrivé sur iOS 4. Et la communication, on va dire, entre les applications, un truc qui est très connu aussi sur iOS, c'est que depuis les toutes premières versions, en fait, les applications étaient vraiment dans son package, dans son système de fonctionnement. Ils ne pouvaient pas du tout communiquer avec les autres et c'est arrivé assez tardivement, mais c'est arrivé. Et c'est là depuis la toute première version d'Android, que ce soit le multitâche, les applications en tâche de fond et les applications qui parlent entre elles, un peu trop même au tout début. Et c'est quelque chose qui a bien sûr changé ces dernières années. Google, pour le coup, a mis un peu plus des verrous pour qu'on n'ait pas des effets un peu de bord là-dessus au niveau de la sécurité. La navigation côté système. Tout premier iPhone, c'était le bouton Home, en gros. Voilà, et surtout, c'était monotâche. C'était une application, Home. Et du coup, j'ouvre une autre application, la première, elle se ferme, Home, et c'était ça. En gros, il n'y avait pas du tout, on ne pouvait pas switcher rapidement entre les applications parce que tout simplement, les applications, elles n'étaient pas ouvertes en même temps jusqu'à iOS 4. Et du coup, c'était le premier multitâche d'iOS ici, en bas. On pouvait voir les applications qui étaient ouvertes. Je crois qu'on pouvait scroller. Voilà, iOS 7 avec le fameux flat design, le multitâche ici. Et du coup, et qui était trigger, qui était déclenché avec le bouton, parce qu'il y avait toujours le bouton Home. Et la grosse différence depuis
iPhone 10 sur iOS 11, c'est qu'il n'y a plus de boutons et du coup, tout est basé sur des gestes. Des gestes vers la gauche et la droite, ici en bas, pour changer rapidement d'application. C'est ce qu'on voit ici, c'est en fait je crois que c'est une vidéo que j'ai mis en pause pour montrer le quick. Je peux même montrer rapidement sur mon téléphone ici. Si j'ouvre, je sais pas, Spotify au hasard, voilà la capacité de changer rapidement des applications comme ça. Le bas vers le haut pour aller à la home et oui, le bas vers le haut et pardon, dans une application comme ça et on relâche pour aller vers la home et on tient pour faire le multitâche classique. Sous Android, c'était des boutons, encore une fois, voilà, un bouton home, un bouton back, etc. Voilà, c'était des boutons pour naviguer jusqu'à Android 4, encore une fois, qui a eu des boutons maintenant sur l'écran, du coup avec un bouton dédié pour le multitâche ici. Et après, ce qui est remarquable, je trouve, c'est depuis Android 10, sur Android 9, pardon, c'est la première fois qu'on voit un peu de navigation aussi qui commence à être faite avec des gestes, mais surtout Android 10, Android Q, qui, en gros, je ne sais pas s'ils ont copié, mais en gros, c'est la même chose qu'on a sur iOS 11. C'est la possibilité, mon Android, il est rangé, mais c'est exactement la même chose pour Android et pour iOS. Donc, pouvoir changer des applications comme ça et faire un retour depuis le bord, que ce soit de la gauche ou de la droite, qu'on trouve aussi sur iOS, par contre que sur la gauche. 5 minutes, t'as dit? Ouais, ok, il faut vraiment que j'accélère parce que il y a le quiz. Design language, ça va aller très vite parce que surtout ce sont des choses qui sont très connues. Le skeuomorphisme, qui en fait consiste à imiter des choses de la vie réelle dans des choses virtuelles. Et là, pour le coup, ce qu'on voit avec la calculatrice ici, qui ressemble à une vraie calculatrice. Et du coup, avec iOS 7, c'était le flat design. Les gens, maintenant, ils savent utiliser des écrans, donc c'est bon, on peut faire des choses plus épurées. Et du coup, aujourd'hui, on a un peu entre les deux. Android, ce qu'il faut retenir, c'était qu'avant, il n'y avait pas du tout, avant Android 4, il n'y avait pas du tout de langage de design, quoi. C'était un truc moche, geek, je ne sais pas. Mais voilà, c'était moche, quoi. C'était juste moche. Et Android 4, c'était Holo. Ici, on voit le Holo. Ici, Material 1, Material 2 et Material 3, qui sont les langages de design d'Android. Et très rapidement aussi, pour parler de design d'app. Donc là, ici, on parle de navigation à l'intérieur d'une app. Ce qui est remarquable, et c'est pour ça que je parle de ça aujourd'hui, c'est qu'il y a un composant qui est là depuis le tout premier iPhone, qui est la UI Tab Bar. On voit iOS 2 parce que, tout simplement, iOS 1 n'avait pas d'SDK. Mais le composant, il était là. Et qui est toujours là. Donc là, on voit des captures d'écran. Vous voyez toujours en bas cette 8 tab bar qui est là. C'est pas la seule façon de naviguer entre les apps, mais c'est celle qu'on trouve encore aujourd'hui dans plein d'applications. Alors qu'Android, c'est un peu, voilà, c'est des tabs en haut. Ici, j'ai mis Twitter parce qu'à l'époque, Google poussait pour un écran d'accueil comme ça. Tab en haut, d'espèces de tab comme ça aussi. L'apparition du burger menu ou du navigation drawer ici. Material design qui arrive là. Et là, j'ai mis juste pour matériel 1, 2 et 3, les composants qui sont disponibles pour la navigation. Donc, plein de trucs. Voilà, il y a plein de possibilités, mais aujourd'hui, que ce soit sur iOS ou sur Android, on a la navigation basique entre diverses features, c'est une tab bar en bas, quoi. Ici aussi, juste pour finir, c'est les listes et le bounce effect qu'on a, pareil, encore une fois, ça, c'est une capture d'écran de l'annonce de l'iPhone. Donc, on a le bounce effect, vous voyez, le fait quand on est à la fin de la liste, il y a un effet et qui est toujours présent.
Alors qu'encore une fois, sur Android, bah, c'était des effets comme ça, ici en bas. Je ne parle pas de ça. Ici, voilà, c'était juste que c'est la même chose, mais en bleu. La même chose, mais en gris et un peu différent. Et jusqu'à Android 12, où il y a un bounce effect, c'est en fait les éléments qui s'écartent. Je ne sais pas s'il y en a qui ont Android 12, 13 ou 14, vous avez ça sous les listes. Putain, voilà, j'ai 0 minute là, hein. Mais en gros, ici, c'est plus foncé c'est, plus il y a de changements. Ce qu'on voit, c'est que sur iOS, c'est stable, quoi, ça change pas trop, et que sur Android, ça change encore, mais ça se stabilise, et surtout, bah, au tout début, tout le monde se cherchait. Le cross-platform, ici, en gros, on a vu sur cette présentation beaucoup de choses sur des voilà, material design, mais en gros, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les applications se ressemblent toutes. C'est ça le message que j'ai, et que le cross-platform se tient très bien. J'ai 1 minute, c'est parfait, c'est parfait. Je vais lancer le quiz. Je vais enlever ça. Donc, il faut que il faut que je projette le lien. Alors, et si vous avez des questions, je vais prendre des questions du coup après. Du coup, on est au début de la... Allez, sur slide.com, slido.com, pardon, avec ce code-là. Et j'ai besoin d'1 minute pour le quiz. Hein. 1 minute. Ah oui. Hmm. Écraté. Ouais. Ok. Voilà. En attendant, est-ce qu'il y a des questions? Je peux lancer? C'est bon? Ah oui, vas-y. Taille. Oui, et j'allais dire, parce qu'en gros, le message que j'avais à la fin, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu hein, sur les screenshots, c'est qu'en gros, toutes les applications se ressemblent en vrai, sauf peut-être un besoin particulier, voilà, et que je me retrouve, que ce soit côté design, côté app, elles se ressemblent tellement que je peux basculer entre les deux, et j'ai des petites mains, et donc je voulais un téléphone petit, tout simplement. Mais le Pixel 8, il est bien, en taille. C'est bon, je lance. Et du coup, je ne suis pas une pro du quiz, et donc je vais arrêter de projeter. Parce que je ne veux pas... hop. Ah oui, voilà, je vais pas lancer. Donc là, vous pouvez. Ah, c'est bon. Cool, je vois des gens. Oh, trop bien. 19, 23. Ah, cool, je m'arrête à... Vous êtes combien dans la salle? 50, 60? J'ai 30, 36. À 40, je lance. 38, 41. 5 secondes encore. À 42, c'est parfait. Et en plus, c'est 42, ça veut dire. Voilà. C'est bon. Vous voyez la question? C'est bon? Ok. Vous avez 10 secondes hein, pour chaque question. J'espère que j'ai donné toutes les réponses. Normalement, oui. Ça, j'ai pas donné. Ça, c'est pour les connaisseurs. Aussi, j'ai peut-être donné. Il y avait le logo, en tout cas. Il fallait faire attention. Ah! Bien. Presque tout le monde l'a eu. Vous avez écouté, c'est bien.
ça, c'est la dernière. Est-ce que quelqu'un va pas la voir? Ah, une personne ne l'a pas eu. Bravo. Ok. Donc, qui a gagné les peluches? Vous voyez les résultats aussi ou pas? Ok. Voilà, donc Sophie, Marine, Alexandre et Julien. Voilà. 7 sur 7, parfait en plus. Si vous pouvez venir, parce que je vais prendre une photo avec vous aussi. Tiens. Ah oui, voilà, ok, oui, je fais confiance. Hein.